L'émission vous est présentée avec Chaque vidéo année, description. on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les portes n'ont jamais barré chez eux. Tu rentrais là n'importe quel temps. Lucie, elle se disait, s'ils veulent voler, ben ils casseront pas ma porte. Tout le monde alentour, même les sœurs à Lucie, ça n'attendait même pas. Puis tu penseras jamais ça dans ta famille, là. Ça va arriver, là. On pense tôt, ça arrive pas dans nos alentours, là, mais tu vois rien venir. Le jeudi 8 septembre 2011, Lynn Lefebvre tente de joindre son amie Lucy Johnson sur Internet. Elle me répond pas. Puis Lucie était toujours là pour moi, là. C'était ma couverte. Tu sais, c'était ma doudou. Elle me répondait pas, fait que je trouvais ça un peu bizarre. Mais après ça, je me disais, OK, peut-être qu'il y a de quoi avec Pat, mais elle m'appellerait. Ou elle est peut-être juste trop poignée là-dedans, puis elle va m'appeler plus tard. Le lendemain, Lucie ne donne toujours pas de nouvelles. Son fils Patrick et son mari Denis Lagacé sont également impossibles à joindre. Il y a eu des courriels et effectivement des appels téléphoniques qui ont été faits pour tenter de rejoindre le couple, mais personne n'a cru bon se rendre ou alerter les policiers par rapport à leur absence à ce moment-là. Le vendredi 9 septembre, les corps de Lucie, celui de son conjoint Denis et de son fils Patrick, sont découverts dans le salon de la résidence familiale. Le 4 juillet 1979, à Gatineau, Lucy Johnson donne naissance à Patrick. Mais le bonheur de Lucy sera de courte durée. Peu de temps après la naissance de son fils, le tempérament de son conjoint change pour le pire. En 1981, pour sa sécurité et celle de Patrick, Lucy décide de le quitter et déménage seule avec son fils. L'enfant se retrouve avec sa mère. Il est fort probable qu'ils aient développé, puisqu'ils étaient seuls, lui et sa mère, une relation fusionnelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans une relation fusionnelle, l'individu n'existe pas. Il y a une fusion, c'est-à-dire que c'est pas même collé ensemble, c'est fusionné, ce qui fait qu'on ne peut plus les séparer sans les déchirer. Chaque élément perd son identité propre, et donc à ce moment-là, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ce qui fait qu'on crée une dépendance qui est extrêmement anxiogène. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Si je perds l'autre, je me perds, je n'existe plus. Mère monoparentale, Lucie bénéficie de l'aide sociale pour subvenir aux besoins de son fils, avant de trouver de petits emplois qui lui permettent d'améliorer leur qualité de vie. En 1987, le destin lui sourit. Lucie rencontre un nouvel homme par l'entremise d'une amie. Denis Lagacé est issu d'une grande famille vivant à Gatineau. Divorcé et père d'une adolescente, c'est un homme timide et sensible. Quand on était ensemble, on parlait de pas mal tout et de rien. Parler de nos sentiments, de notre vie comme telle, c'est un peu plus rare parce que mon père, c'était une personne réservée. Il disait pas un mot plus haut que l'autre. Mais par exemple, quand c'était trop, par exemple. C'était assez. Moi, il m'écoutait. Quand je parlais avec lui, il m'écoutait. Moi, j'avais des problèmes, j'allais le voir aussi. On parlait tous les deux des choses de la vie. En fait, le caractère, Denis avait un bon caractère. En 1989, 2 ans après leur première rencontre, Lucie et Denis emménagent ensemble. Il s'arrangeait tout le temps bien, là. Il s'arrangeait bien. C'est comme tout le monde, ils ont des chicanes comme tout le monde, comme nous autres on a aussi, là, mais... C'est comme ce qu'on a... Quand tu voyais Lucie et Denis, tu voyais
un couple formidable. Là. C'est des gens bien heureux qui le quittent. Lucie est comblée par Denis, qui n'hésite pas à se dévouer pour Patrick. Denis, c'est un travaillant. Seigneur, il portait Lucie sur la main. Le petit, il manquait jamais de rien. Pas qu'il en manquait avant, parce que sa mère faisait tout le temps sûr qu'il manque pas, là, je veux dire, mais, tu sais, là, il pouvait combiner 2 salaires, mettons, puis vivre une meilleure vie, là. Si les 2 parents sont réjouis par leur nouvelle vie de couple, les 2 enfants, eux, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. Parce que, c'est ça, tu sais, il y a eu des conflits, là. Tu sais, avec les parents. Toujours des conflits dans ces moments-là. Mais, c'est ça, au début, c'était un petit peu plus difficile, là, à accepter, puis à essayer de se mettre de même niveau, là. J'étais quand même adolescente, puis difficile, une bonne tête dure, là, tu sais, fait que c'était plus difficile à m'adouer, là. Patrick éprouve lui aussi de la difficulté à s'ajuster à cette nouvelle vie familiale. L'enfant, lui, devrait normalement avoir un homme, de préférence son père, pour dire, écoute, mon petit bonhomme, tu peux l'aimer ta mère, mais c'est ma femme. Et donc, à ce moment-là, il faut que lui, le petit bonhomme, il se trouve d'autres solutions pour satisfaire ses pulsions et puis ses relations avec les autres. Et donc, à ce moment-là, si l'homme n'est pas là, ben, il va fixer sur sa mère. Là, il arrive un homme, Denis. Denis, que beau être le bon gars, le type qui semble l'apprécier, l'aimer, et puis tout ça, mais il reste que quelque part, il y a toujours un ressentiment. Durant les études secondaires de Patrick, Lucie fait de sa réussite scolaire une priorité absolue et n'accepte aucun échec. Elle nourrit de grandes aspirations pour son fils unique et voudrait à tout prix qu'il exerce une profession libérale. Lucie était vraiment exigeante avec son fils, avec Pat. Elle voulait en faire peut-être un avocat ou un ministre ou whatever, là, ça, je comprends pas ça. Puis c'est une mère couveuse, moi j'appelle ça une mère couveuse, qu'elle garde tout le temps son bébé en dessous de sa jupe, là. Moi c'est comme ça que je l'ai connue, Lucie, puis elle a toujours été vraiment exigeante avec Pat, toujours. Tant qu'à moi, Pat n'aurait jamais fait rien fait de bien que Lucie parlait, là, ça. Mais Patrick éprouve des difficultés à l'école. Et malgré ses efforts, il n'arrive pas à satisfaire les ambitions de sa mère. Les enfants ont des antennes qui sont paraboliques, des façons de voir à travers les parents et sentir les émotions que les parents n'arrivent même pas à sentir eux-mêmes. Alors donc, tout ce qu'il y avait comme anxiété, angoisse, tout ce qu'il y avait comme déception, tout ça, l'enfant va ressentir ça parce qu'il est en relation fusionnelle. Lucie ne réalise pas que la pression qu'elle exerce sur son fils l'affecte grandement. Vers 15 ans, Patrick souffre d'un mal de vivre. Malgré les tentatives de ses proches de comprendre ce qui l'afflige, personne ne se doute de la gravité de son état. Patrick tente à 2 reprises de mettre fin à ses jours. La première fois, il prend plusieurs cachets d'acétaminophène et la deuxième fois, il ingurgite du javelisant. On dit souvent que ce que la personne veut, c'est pas de mourir, mais de cesser de souffrir. Et en même temps, quand on est adolescent, on cherche parfois à dire aux autres, écoute, ça va tellement mal chez moi que j'avais pas l'air à voir ça.
Et donc, à ce moment-là, on va poser un geste, et c'est sûrement ce que Patrick a fait, en faisant ce qu'on appelle des tentatives de suicide, c'est d'attirer l'attention sur lui pour qu'on s'occupe de lui. Les derniers gestes de Patrick Mongeon Johnson sont d'une gravité bouleversante. Saura-t-on entendre son appel à l'aide avant qu'il ne commette l'irréparable? En 1997, la famille recomposée de Lucy Johnson et Denis Lagacé semble filer le parfait bonheur. Mais Patrick, le fils de Lucy, souffre secrètement des ambitions que sa mère nourrit pour lui. Patrick parvient de peine et de misère à terminer ses études secondaires. Il n'arrive pas cependant à poursuivre les rêves d'études supérieures que sa mère entretenait pour lui et décide de suivre sa propre voie en s'inscrivant à des cours de conduite de camion. Alors qu'il fait son entrée sur le marché du travail, le jeune Patrick fait aussi le saut dans l'âge adulte. C'était pas un gars qui avait toujours le sourire, là. Tu sais, c'est sûr et certain, on était en famille, tout ça, là, il était plus heureux, il était plus... mais comme dans la semaine, ces choses-là, là, quand il finissait de travailler, là, tu voyais là, que c'était une journée de travail, puis garde, je l'aimais pas, là. J'ai fait ma journée, puis... Mais à part ça, Patrick, c'était une personne qui était quand même assez isolée. Patrick est insatisfait des responsabilités qui lui sont confiées dans les entreprises où il travaille et quitte emploi après emploi. Des fois, Patrick était tellement négatif et tout ça, puis malgré que Lucie, mon père, il parlait, des fois, Lucie me demandait de parler à Patrick. Puis que j'ai expliqué que Patrick, il faut que tu commences par le bas, puis il faut que tu fasses tes preuves, puis là, ben, il disait toujours, ben oui, mais la sœur, j'ai fait mes preuves, puis je suis toujours à l'ouvrage, puis tu sais, je manque pas d'ouvrage, puis lui, je disais, mais oui, mais ça fait rien, ça, faut continuer, faut pas lâcher. Patrick tente sa chance comme agent de sécurité. Mais encore une fois, il se décourage rapidement par la lenteur de son ascension dans la hiérarchie de l'entreprise et quitte son poste. Patrick a travaillé comme agent de sécurité, ce qui lui a permis d'obtenir une possession d'armes à feu et à ce moment-là, d'avoir le droit de posséder une arme de poing. À ce moment-là, Patrick est devenu très possessif des armes à feu. Le jeune homme prend soin de son revolver. Il possède chez lui tout le matériel nécessaire à l'entreposage et l'entretien des armes à feu. Au fil des années, Patrick tente à plusieurs reprises de s'affranchir en emménageant dans son propre appartement. Mais son instabilité professionnelle entraîne de faibles revenus et il se voit toujours forcé de regagner le domicile familial. Je pense que Pat, depuis l'âge de 21 ans, qu'il faisait ça, là. Qu'il partait, il revenait, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Parce qu'il savait que la porte était tout ouverte à la maison. Il disait, bon, OK, on va te garder pour 3 mois, 6 mois d'en mettre ses pieds, mais ça durait une année, ça durait 2 ans, 3 ans, puis il repartait, il revenait. En 2005, Patrick, qui est maintenant âgé de 26 ans, est conducteur d'un camion malaxeur pour une entreprise de la région de Gatineau lorsqu'il est impliqué dans un accident. Au volant de son camion, il négocie mal une sortie de route et endommage le véhicule de la compagnie. Honteux, il quitte son poste. Quelques semaines plus tard, Patrick décide de changer d'environnement. Il quitte Gatineau pour l'Ouest canadien,
où les offres d'emploi sont plus nombreuses et promettent de meilleurs salaires. Dans la région de l'Outaouais, dans le temps, que Pat est parti dans l'Ouest parce qu'il voulait chauffer les gros camions dans les carrières à ciment. Et puis, c'est ça, il n'y a pas d'emploi ici. Fait que, en s'en allant là-bas, il savait que tout le monde allait travailler dans l'Ouest dans le temps aussi parce que l'arrivée, le pétrole a commencé à augmenter. Puis il y avait tellement d'emplois là-bas, fait qu'il est parti de là-bas pour ça. Dans l'Ouest canadien, Patrick déniche rapidement un emploi de camionneur. C'est durant ce voyage que sa passion pour les armes à feu devient plus importante. Il se procure plusieurs fusils et n'hésite pas à en transporter avec lui. On sait qu'il aime beaucoup les armes à feu. Pour cette raison-là, il y en a eu plusieurs, des armes de poing également, qu'il a revendues, il en a acheté d'autres. On sait qu'il a fait beaucoup d'achats et d'échanges au niveau des armes à feu. Patrick, c'est une personne qui aimait les armes à feu. Patrick avait un amour pour les armes. Il aimait ça. Faire venir des morceaux, modifier les armes, les mettre plus belles. Tu sais, c'était comme. Je le voyais comme un collectionneur. Une grande partie de l'argent que Patrick gagne est englouti dans cette activité. Il dépense le reste en sortie, au point où il doit s'endetter. En Alberta, il a monté ses cartes de crédit, il s'achetait des billets de loterie pour gagner, pour payer ses cartes de crédit. C'est un cercle vicieux, hein? Fait qu'il gagnait pas, fait qu'il continuait à acheter des billets de loterie avec ses cartes de crédit pour gagner assez pour payer sa carte de crédit. Pendant cette période, Patrick, qui malgré la distance a conservé un lien très étroit avec sa mère, l'appelle régulièrement. C'était toujours de se plaindre, se plaindre, se plaindre. Puis Lucie avait beau essayer de l'encourager, tout ça, mais il restait découragé. Là. Tu sais, c'était du négatif un peu. Puis c'est ça, c'est la même chose. Mon père, dans ce temps-là aussi, essayait de l'encourager. Patrick espérait améliorer son statut financier en s'exilant en Alberta. Mais l'expérience semble se transformer en véritable cauchemar. Il paraîtrait que ses cartes de crédit, là, il était tout à la limite. Fait que Denis a dit, on va te reprendre pour 6 mois, on te chargera pas rien. Puis dans 6 mois, on aimerait ça que tes choses soient toutes payées. Tu sais, tu vas avoir le temps de te remettre sur tes pieds. Patrick accepte l'offre de son beau-père. Et en octobre 2009, 4 ans après être parti en Alberta, il revient vivre à la maison familiale. Il lui charge pas de pension conditionnelle à ce qu'il paye ses choses pour ses lunchs, sa lessive, à arranger la cave. Il a tout réaménagé la cave. Au lieu de s'acheter une table de poule, il a laissé de la place pour le jeune, pour lui montrer au moins son respect et son amour. Là. Ce retour dans la famille est bénéfique pour Patrick. Son attitude change. Il est souriant et semble vouloir se remettre sur le droit chemin. Lucie ose de nouveau espérer le meilleur pour son fils. Lucie aurait aimé juste ça, qu'il se classe, son gars, là, qu'il ait une femme, des enfants, la petite maison avec la petite clôture, puis, tu sais, qu'il soit bien, son gars. Tu le sais quand ton enfant est pas bien, là. C'est pas, elle savait qu'il était pas bien. En 2010, 1 an après être rentré de l'Ouest canadien, Patrick habite toujours chez ses parents. Même s'il s'est trouvé un nouvel emploi de camionneur, il dépense toujours son argent en sortie nocturne. À 31 ans, Patrick doit souvent faire face aux réprimandes de Lucie et de Denis, qui voudraient le voir mieux gérer sa vie. Il sentait la pression de sa mère, mais elle avait raison aussi. Tu sais, quand t'es rendu à 30 ans, t'es encore à la maison, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Oui, tu peux pas mettre ton enfant dehors, tu comprends ça, là. Mais faut que tu l'aides aussi, là. Ils l'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient être, les deux, là. Lucie et Denis, là, ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé, ils ont donné tout ce qu'ils voulaient, puis ils en voulaient encore plus. Alors donc, il se développe énormément de frustration. On peut parler d'une espèce de bombe qui
prépare et puis, à un moment donné, il y a des étincelles. Et puis, les étincelles sont reliées à l'impulsivité, au manque de contrôle que Patrick vit. Et puis, il ne peut pas régler les conflits. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Durant l'été 2011, le comportement de Patrick devient de plus en plus étrange. Lors d'une sortie de pêche avec un ami, il sort son fusil et, sans crier gare, commence à tirer dans l'eau. Une arme à feu qu'un ami m'a raconté que Patrick apportait avec lui à la pêche et qu'à un moment donné, il a décidé de s'en servir pour tirer un peu partout au hasard sur le lac là, où il pêchait. Son ami trouvait la situation un peu malaisante, lui a même enlevé l'arme et enlevé les balles qu'elle contenait à ce moment-là. Patrick est de plus en plus tourmenté. Il possède plusieurs armes chez lui et sa passion grandissante envers elles pourrait devenir dangereuse. En 2009, Patrick Mongeon-Johnson revient endetté d'un voyage de 4 ans en Alberta. Âgé de 30 ans, il revient vivre chez sa mère Lucie et son beau-père Denis pour se remettre sur pied. Mais un an plus tard, malgré l'aide de sa famille, Patrick n'a toujours pas mis d'ordre dans sa vie. Il y en a qui seront surpris de voir que Patrick était toujours chez ses parents. Ça démontre jusqu'à un certain point cette incapacité de quitter le nid. Et il y a un nom pour ça, les enfants tanguis. Mais il reste que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité. Le monde est dangereux. Le monde pourrait me découvrir. Le monde pourrait voir que je ne suis qu'un pauvre type. Je suis faible, je suis vulnérable. Je suis pas capable de m'occuper de moi-même. Je sais pas comment gérer l'argent. De toute façon, il y a personne qui va m'aimer. Alors, je vais rester dans ce qui est connu plutôt que de m'aventurer. En 2010, Patrick reprend contact avec son père. Il avait repris des liens avec son père, là, puis ça semblait bien aller, là. Moi, il m'en parlait pas plus que ça. Fait que, puis ben, naturellement, il en parlait pas plus que ça dans la maison non plus, là. Tu sais, parce que je pense que ça a fait un peu de peine à mon père comme tel, puis un peu de peine à Lucie, le fait que il retourne voir son père, là. Mais les retrouvailles ne semblent pas améliorer l'état de Patrick. En 2011, il commence à éprouver de sérieux problèmes d'anxiété. Il consulte alors un médecin qui lui prescrit des somnifères. Mais Patrick refuse rapidement de prendre les médicaments prescrits, préférant plutôt fumer du cannabis. Sa famille découvre alors qu'il a une plantation. Il y avait une petite plantation qui se faisait de potes. Et puis, il en vendait. Fait que je sais qu'il en prenait. Il riait de ça. Il trouvait ça drôle. J'appelle, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, pour payer mes dettes. Je vois, payer tes dettes. Il y a d'autres manières de payer tes dettes, là. Si tu peux te permettre dedans, là. Oh, il dit, il n'y a pas de danger. Malgré les conseils de son entourage, Patrick décide de poursuivre ses activités illégales. Durant la fin de semaine du 3 septembre 2011, Patrick se rend au chalet familial avec un ami dans le but d'y faire des rénovations. Elle avait la cuisine, il y avait une chambre, une petite salle de bain,
C'était vraiment un beau cachet, là, tu sais. Puis, mais il y avait eu un petit ouragan, fait que le toit de la cuisine avait volé dans un arbre. Puis, fait que les gars s'étaient donné comme projet de, tu sais, aller reconstruire ce qu'il y avait là. L'atmosphère est joyeuse et détendue. Denis est attentionné. Et Patrick observe sa mère et son beau-père avec fierté. Mais ses rêveries le conduisent sur un autre sentier. Patrick entraîne Denis à l'écart du groupe pour lui parler d'un projet qu'il voudrait réaliser sur la petite île privée. Patrick avait des ambitions par rapport à ce qui se passait sur cette île-là. C'est-à-dire qu'il voulait prendre une partie de l'île et de faire lui-même son propre chalet pour être justement seul à l'écart et à part de ses parents et pouvoir un peu monter ou faire sa vie par lui-même. Denis, qui a toujours été compréhensif et encourageant envers Patrick, s'oppose pour la première fois à son projet et manifeste des signes d'impatience. Fait que là, Denis, il aurait dit là, wow, puis wow. Non. Là, cette île-là, c'est à moi, c'est à ta mère, puis tu vas pouvoir venir des fois, mais il dit des fois, on va vouloir être seul. C'est à nous autres. Fait que ça, je pense que ça a fait un argument. Patrick a du mal à essuyer ce refus et tourne sa colère contre sa mère. Il aurait dit ça à son ami sur l'île, qu'il haïssait sa mère. Puis là, son ami aurait demandé pourquoi. Il dit tout ce qui est bonne à faire, elle, c'est s'asseoir sur son gros derrière puis dicter à tout le monde quoi faire dans la maison. Fait que son chum, il aurait dit, garde, là, à l'âge que t'as, comme, tu sais, il serait peut-être temps que tu te pognes une place à toi, puis, tu sais, ils ont payé pour ce qu'ils ont, puis c'est chez eux, là, quand même. Patrick n'accorde aucune importance aux conseils de son ami et s'obstine à réclamer ce qu'il considère être son dû. La fin de semaine, qui avait pourtant bien commencé, se termine dans la discorde. Denis est venu chez nous le lundi, puis il nous a dit, moi, la prochaine fois que ça se tient avec sa mère, c'est bien de valeur, je le mets dehors. Le mercredi 7 septembre 2011, Patrick se lève tôt, comme à l'habitude, pour aller travailler. Lucie n'a toujours pas oublié l'altercation de la fin de semaine. Lorsque Denis entre dans la cuisine, les deux hommes ont une vive discussion car Patrick en veut encore à son beau-père. Exaspéré, il part travailler. Et ce matin-là, Patrick a un accident au travail. Il oublie d'enlever les câbles d'une remorque qu'il doit transférer et brise l'équipement. En colère, il entre dans le bureau de son patron. Il lui remet ses clés et son cellulaire avant de claquer la porte derrière lui. Vers 10h30, le patron de Patrick l'appelle à la maison. C'est Lucie qui répond. Il lui explique la situation. Lucie est sous le choc. Elle n'a jamais oublié les 2 tentatives de suicide de son fils à l'adolescence et craint le pire. Elle me dit, le patron de Patrick, il vient juste de me téléphoner, puis il a vraiment pas l'air content. Elle dit, j'ai peur qu'il ait perdu sa job s'il l'a pas perdu déjà. Fait que là, j'ai dit, toi, tu as encore ta job, tu sais, puis Denis, lui, l'a-tu encore? Fait que je dis, le reste, Lucie, ça t'appartient pas, là, tu sais. Fait que là, elle me dit, ouais, mais je pensais, tu sais, que ces jours-là, ça avait changé pour lui. Puis elle dit, là, je t'inquiète. J'ai dit, t'es inquiète de quoi? Elle dit, j'ai peur au suicide. Patrick
pourrait bien avoir une de ses armes sur lui et poser des gestes irréparables. L'angoisse de Lucie grandit au fil des minutes et Patrick n'arrive toujours pas. Au début du mois de septembre 2011, le comportement de Patrick Mongeon Johnson devient de plus en plus étrange. Le 7 septembre, il quitte son emploi sur un coup de tête. Sous le choc de sa démission subite, Patrick est hors de contrôle. On sait par la rencontre de témoins que Patrick a quitté son emploi, a pris son auto pour aller dans un dépanneur de Gatineau et y voler une caisse de bière. Par la suite, on sait que Patrick s'est rendu à l'aéroport de Gatineau, a attendu quelques minutes avant de consommer la bière, croyait que les policiers allaient venir l'arrêter pour le vol qu'il venait de faire. Et à ce moment-là, Patrick a bu la bière qu'il venait de voler. Ce même jour, Denis fait part à un collègue de son exaspération. Il dit, là, je suis plus capable de me le mettre dehors. Je dis, tu parles de quoi? Il dit, le jeune, là, je suis plus capable, là, il est rendu qu'il abuse, je n'ai pas assez fait pour lui, je cherche pas de pension, il est plus là. Fait qu'il est rendu qu'il vient fouiller en haut dans nos choses, il respecte plus pantoute les consignes qu'on avait établies entre nous autres. Fait qu'il dit, moi c'est fini, à soir, moi j'allais à la maison, je m'ai dit, c'est dehors. Vers 14h30, Patrick rentre enfin chez lui. Sa mère est soulagée de le voir sain et sauf. La crainte du suicide dissipée, elle lui reproche d'avoir quitté son emploi. Patrick tente de lui expliquer les causes de son départ. Puis, lassé d'entendre sa mère le critiquer, il s'enferme dans sa chambre. Lucie, elle, quitte pour faire des courses à la pharmacie. Patrick est un homme avec un tempérament agressif et qui avait beaucoup de difficultés, selon les témoins rencontrés, à contrôler son humeur. Et on sait que Patrick avait beaucoup de difficultés à interagir avec sa mère. Sa mère, qui était un peu aussi contrôlante avec lui, était un peu aussi agressive et colérique. Alors, il y avait beaucoup de friction avec Patrick et sa mère. Assis devant son ordinateur, Patrick s'ouvre une bière avant de laisser aller sa frustration sur Internet. Il laisse plusieurs messages qui inquiètent ses amis. À 15h, Denis quitte son travail avec un empressement inhabituel. Pour s'en aller pressé de même, c'était pas la nature de Denis. Fait que, il était mindé que ma journée de travail finit à 3h, je m'en vais direct à la maison. Et à ce moment-là, fort possiblement qu'il est allé avec Lucie faire des achats au niveau de la pharmacie un peu plus tard. Vers 16h30, un ami de Patrick se rend chez lui pour prendre de ses nouvelles, inquiet des messages qu'il a lus sur Internet. Patrick était un peu découragé de son travail et alors croyait avoir quitté son travail et l'avoir perdu. Et son ami, lorsqu'il y a une discussion ensemble, l'invite à rappeler son employeur pour éventuellement pouvoir réavoir son travail par la suite. Voyant que la conversation le rend inconfortable, l'ami de Patrick change de sujet et lui demande des renseignements sur différents lieux de chasse. Puis, rassuré par l'état de Patrick, il quitte. Lucie et Denis reviennent à la maison vers la fin de l'après-midi et referment la porte derrière eux. À partir de ce moment-là, on ignore ce qui s'est réellement passé. Selon toute vraisemblance, une chicane aurait éclaté entre les deux hommes.
Mettant alors sa menace à exécution, Denis aurait mis Patrick à la porte. Frustré, Patrick Mongeon-Johnson serait alors descendu dans sa chambre, où il aurait chargé une de ses armes de poing. C'est un arme à feu Glock 9 mm qui était dûment enregistré au niveau des services policiers. L'arme à feu était bien verrouillée dans un coffre. Patrick avait à ce moment-là pris 7 balles qui étaient dans la boîte de munitions pour mettre 7 balles dans l'arme à feu. Patrick Mongeon-Johnson serait alors remonté et se serait positionné à l'arrière de Denis. Levant son arme au niveau de la tête de son beau-père, il tire une balle à bout portant. Patrick Mongeon-Johnson vient d'assassiner froidement son beau-père, Denis Lagacé. Lucie est maintenant seule avec son fils armé. Le mercredi 7 septembre 2011, une dispute éclate entre Patrick Mongeon-Johnson et ses parents. Excédé, Denis Lagacé, son beau-père, le met à la porte. Foudrage, le jeune homme l'abat d'une balle dans la tête. Il se tourne ensuite vers sa mère et fait feu à 2 reprises. L'atteignant mortellement à la tête. Patrick Mongeon-Johnson retourne alors l'arme contre lui. Il met le bout du canon sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Dans les jours qui suivent, des proches de Denis et Lucie tentent de joindre le couple. Le jeudi, j'ai appelé. La boîte vocale était pleine. Mais chez Lucie puis Denis, c'était normal d'avoir une boîte vocale pleine. Fait que j'ai dit, je vais aller faire un tour. J'ai fait d'autres choses, j'ai pas été. Le vendredi, 2 jours après le meurtre, le gendre de Denis se rend sur les lieux pour prendre des nouvelles. Puis c'est là que lui, il a découvert les corps. Donc, tout s'est enchaîné. Moi, je l'ai su au téléphone. Puis là, lui, il juste répond, ils sont morts toutes les 3. Je sais que je criais. Puis je disais non, ça se peut pas. Je travaille à ce moment-là de soir ici au service de police et j'entends sur les ondes radio qu'il y a la découverte de 3 corps dans une résidence. À ce moment-là, je me suis rendu immédiatement sur les lieux afin de prendre en possession la scène de crime, c'est-à-dire de barricader la scène de crime pour une enquête et également pouvoir rencontrer les témoins le plus rapidement possible pour obtenir l'information sur la découverte qui venait de se faire. Les premiers policiers dépêchés sur les lieux découvrent l'horrible scène. Les 3 victimes sont identifiées comme Denis Lagacé, qui lui est couché sur le sofa au salon. Il y a une blessure à la tête. Il y a également Mme Lucie Johnson, qui elle également est blessée à la tête. Et couché au sol dans l'entrée du salon, M. Patrick Mongeon-Johnson, qui est étendu également blessé à la tête. On transporte les 3 victimes à l'hôpital, où l'on confirme leur décès. Moi, je dis que il y en avait trop sur les épaules. Puis, qu'est-ce qui s'est passé entre Denis, Lucie, puis Pat? Vraiment que Pat fasse le coup de feu, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a peut-être une grosse chicane entre les 3, puis Pat était tanné. Peut-être que sa mère a mis Pat dehors, peut-être que Denis a mis Pat dehors. Je ne sais pas, puis je veux pas savoir la fin de l'histoire de ça, là. Souvent, dans des situations comme celle-ci, on va chercher des causes.
Et on va dire que ce sont ses conditions financières, c'est parce qu'il prenait de la dope, c'est parce qu'il est instable, parce que sa mère était comme ci, parce que son beau-père était comme ça, parce que son père l'a abandonné. Bon, c'est pas une cause de meurtre. Autrement dit, si c'était ça, il y aurait beaucoup plus de meurtres qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations comme ça. C'est qu'il y a chez l'individu une prise de conscience que la solution, c'est le meurtre, et c'est dans la volonté de l'individu de tuer l'autre. Alors, la cause, elle est dans la personne qui commet l'acte, et non pas dans les conditions qui l'entourent. Les jours suivants sont éprouvants pour les familles et amis des victimes. Patrick, Lucie et Denis laissent un grand vide dans la vie des gens qui les aimaient. Les 2 semaines qui ont suivi ça, j'étais tout assis sur la même chaise. Je me berçais, puis... voyons donc, ça a de l'allure, tu sais. Là, on fait quoi? Avec qui qu'on va aller souper? C'est quoi on va faire? Mais le temps qu'ils auront été là, ils vont nous avoir appris beaucoup. Puis moi, je dis qu'ils ont été nos anges gardiens sur Terre. Ouais. Mais comme mon chum, il dit, qui dirait qu'un jour, tu mettrais au monde ton meurtrier? C'est vrai, hein? Tu mets au monde ton assassin, là. Wow! Il avait beaucoup de vécu. Moi, j'allais à la pêche avec lui, puis... je savais pas pêcher. C'est lui qui me l'a montré, là. J'ai vraiment des grands plaisirs, des bons plaisirs avec lui. J'ai tout le temps eu du fun avec mon frère Denis, là. Fait que... des dates qui s'en viennent, des journées qui passent. C'est toujours un rappel de dire, mais on faisait ça avec Denis cette année. Comme aujourd'hui, ça serait notre... on partirait pour la pêche. Notre week-end de pêche, là. Fait que... ça fait mal au cœur, là, ça, là. Peut-être un mois avant ça, Lucien m'a dit qu'ils ont eu une belle grosse conversation, qu'il aurait dit qu'il a trouvé courageuse sa mère, puis qu'il l'aimait énormément. Il aurait dit ça à sa mère. Puis elle a dit, la grande, elle a dit, ça m'a fait tellement plaisir là, d'entendre ça de mon gars, là. Tu sais. Puis elle dit, là, j'y ai dit, Pat, tu sais, comme je suis tout le temps là pour toi. C'est sûr qu'elle était tout le temps là pour lui. C'est un jeune homme qui, on le voit, avait des troubles d'impulsivité. Et donc, quand les circonstances sont là, les 2 antagonistes étaient là, lui était là, il y avait une arme, il avait bu, et donc les inhibitions sont tombées. Et c'était le moment où on arrive à une espèce de crescendo, et donc à ce moment-là, bang! Et pourquoi est-ce qu'il se suicide? C'est toujours la question qu'on pose. Pourquoi c'est parce qu'il est en train d'éliminer les personnes qui, selon lui font le plus souffrir. Lui fait partie de ça. Pourtant, Lucie et Denis ont toujours fait de leur mieux pour aider et guider Patrick. Nourrir des ambitions pour son enfant et le protéger devant les difficultés ne devrait normalement pas le conduire à des comportements homicidaires, quelles que soient les frustrations qu'il a pu cumuler dans sa vie. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?